activités donc, cet après-midi. Donc, le CAH, Pascal va vous l'expliquer plus en détail, mais fait régulièrement des enquêtes sur les attentes des consommateurs et travaille depuis quelques années maintenant avec Audrey Valin. Et cette année, une enquête s'est spécialement penchée sur la question de l'adaptation du logement. Je vous laisse la parole à tous les deux. Merci. Alors oui, effectivement, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour planter le décor, je veux rappeler que le Club de l'amélioration de l'habitat mène maintenant, depuis plusieurs années, des enquêtes à caractère sociologique. Nous avons créé une structure qui s'appelle l'Observatoire Habitants-Consommateurs. Et comme son nom l'indique, l'idée, c'est d'interroger et de mieux comprendre les décideurs que sont les habitants sur ce qui peut les amener à décider ou parfois de ne pas décider de réaliser des travaux et des travaux de tout type en ce qui concerne l'évolution et l'adaptation de leur habitat. Alors pour ce faire, nous réalisons effectivement depuis plusieurs années des enquêtes grand public. On a utilisé les services Ipsos, on a utilisé plus récemment les services de TBC Innovation et nous sommes adjoints à la compétence et l'expertise depuis maintenant 2 ans d'une spécialiste en sociologie, en l'occurrence Audrey Valin, ici présente, qui accompagne ces études. D'abord, elle les construit avec nous, elle construit les questionnaires avec nous, et au travers de cela, peut exploiter, interpréter les différents résultats de ces enquêtes qui ont un caractère quantitatif. Et en complément de ces enquêtes qui ont un caractère quantitatif, cette année, nous avons fait réaliser une enquête sur la base d'un échantillon de 2000 habitants, propriétaires occupants, donc qui ont apporté des réponses à peu près 80 questions. Donc ça, c'est l'enquête quanti. Et en complément, Audrey a rencontré en discussion, face à face, des ménages, des habitants, de manière à pouvoir avoir une vision beaucoup plus profonde, élargie des sujets. Évidemment, ces habitants ont été sélectionnés par rapport à des régions, par rapport à un certain nombre de critères, de manière à ce qu'ils soient représentatifs, par ailleurs, des catégories que nous avons analysées. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais nous avons mis au point, au travers de ces différentes enquêtes, une matrice d'analyse des comportements qui se répartit entre 4 situations de travaux rencontrés qui sont immuablement celles qu'on rencontre tout le temps et 5 profils différents d'habitants qui, 5 x 4, 20, constituent 20 situations finalement ou de répartition du marché. Voilà. Donc Audrey a a parcouru la campagne française pour rencontrer des gens et sur le sujet particulier du vieillissement, parce qu'il y avait plusieurs thématiques, énergétiques, vieillissement, sur le sujet particulier du vieillissement, il nous intéresse aujourd'hui de mieux connaître finalement ce qu'elle a pu découvrir ou ce qui s'est révélé sur différents points de ces enquêtes, à commencer, Audrey, par le phénomène proprement dit du vieillissement, qui est un phénomène qui est démographique. Les chiffres ont été donnés à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on a une croissance très importante des personnes qui avancent dans l'âge et c'est directement lié à la forte natalité d'après-guerre. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Mais ce phénomène-là démographique amène forcément une prise de conscience de cette situation, de cette évolution sociologique. Et c'est intéressant d'avoir un premier regard d'Audrey Valin, sociologue, sur le phénomène du vieillissement. Merci Jean-Pascal, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, du point de vue de la sociologie, on va sortir du regard très technique et très interne à la problématique. Moi, ce que j'observe surtout, c'est qu'on est dans la culture occidentale moderne, de l'époque de la modernité, est globalement très péjorative, très négative envers le vieillissement. On est dans une culture qui valorise le corps sain, le corps plein de vitalité, tout ce qui correspond à des valeurs de performance, de compétitivité et de vitesse, de rapidité, ce qui est largement accéléré par la technologie aujourd'hui. Mais ça, c'est pas le rythme de la vieillesse, toute cette rapidité et toute cette compétitivité. Donc c'est vrai qu'on arrive à un certain tabou de la vieillesse, finalement, à cause de ces représentations sociales très négatives du fardeau que c'est de vieillir. Alors que d'un autre côté, c'est aussi très positif, la vieillesse, à 3 égards que je peux identifier, psychologique déjà, parce qu'en général, ça veut dire une meilleure connaissance de soi, qui est bon plus ou moins, mais globalement signe de plus de sérénité, et donc on s'assume mieux, on sait ce qu'on veut.
Et on ne se laisse plus embêter, comme j'ai pu avoir comme témoignage, on ne se laisse plus emmerder non plus. Donc c'est quelque chose de très positif. Il y a aussi l'aspect social, puisque c'est le temps de la retraite, donc libération de la contrainte du labeur, quand même, c'est pas rien. Et puis aussi au quotidien, l'aspect du quotidien, où là, ce qui a été beaucoup pointé dans les deux enquêtes, Canty et Cali, comme a rappelé Jean-Pascal, c'est de pouvoir se dédier aux univers familiaux et amicaux. Ce qui fait, je pourrais y revenir, qu'il ne faut pas négliger non plus l'aspect culturel aussi du vieillissement, de cette ouverture. En tout cas, on a des représentations positives qui sont surtout soulignées par les gens eux-mêmes, alors que globalement, les structures sociales qui traitent du vieillissement nous rappellent plutôt tous les inconvénients. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le mode projet aussi, ça c'était intéressant, ça ressortait de l'étude. Le mode projet est loin d'être abandonné, malgré certains préjugés. Alors, merci. Alors évidemment, les questions qui ont été posées dans cette enquête, et celles sur lesquelles tu t'es fixé, bien sûr, correspondent évidemment à la relation que peuvent avoir les personnes qui avancent dans l'âge avec les travaux d'adaptation de leur logement, préventif ou autre. Donc, quels sont les rapports de ces gens aux travaux ? Oui, là c'est assez antagoniste en fait. D'un côté, on retrouve bien cette vision très négative et surtout en fait la peur de vieillir, la peur de vieillir qui est reliée évidemment à la peur de mourir, vieillir, mourir. Et du coup un certain tabou, une difficulté à exprimer, une difficulté à en parler et surtout de la part des hommes. Alors ça, je pourrais fournir des éléments d'explication si ça vous intéresse, je pourrais m'attarder un peu là-dessus. Mais les femmes étaient globalement beaucoup plus dans l'anticipation et dans l'acceptation du vieillissement par rapport aux hommes, chez lesquels il y avait vraiment beaucoup plus de mal à en difficulté. Et pour autant, au-delà de cette peur de vieillir qui freine un peu et qui empêche l'anticipation, on a quand même une note positive du sondage. 44% des plus de 70 ans qui ont répondu avaient déjà réalisé des travaux à hauteur de plus de 10 000 euros. Donc avec des motivations qui sont surtout le confort en premier, ensuite la sobriété, donc surtout l'énergie, et en troisième la sécurité. Là aussi c'est intéressant de voir que très souvent on accentue la problématique de la sécurité à l'intérieur des logements. Pour les gens c'est pas forcément le plus important, et ça on va le voir après, mais parce que vieillir c'est pas juste l'aspect médical, l'aspect technique de perdre en capacité, d'être en insécurité. Il y a plein d'autres choses dans le logement d'ailleurs. Alors, merci. Au-delà de ces aspects qu'on va dire techniques ou architecturaux d'adaptation du logement, où effectivement on est sur des aspects de référentiel technique, ce que tu as pu observer également, c'est ce qu'expriment sous un angle peut-être de l'émotion ou du psychisme les personnes qui avancent dans l'âge par rapport au phénomène du vieillissement et à l'évolution de leur vie. Et ça, c'est intéressant parce que ça stigmatise également ce que pourrait être l'évolution de l'habitat ou des différentes formes d'habitat. Donc ça, c'était intéressant également à souligner. C'est même un point crucial, oui, je te remercie. C'est de voir en effet, alors le logement, on le sait, c'est, bon, Jean-Pascal l'a rappelé, nous on évolue au sein de l'Observatoire Habitants-Consommateurs. Le logement n'est pas un bien de consommation comme les autres, c'est le lieu de l'intimité, de l'affectif. Et ça nous montre bien qu'il faut sortir d'une vision purement économique et sanitaire, je le martèle un peu, mais du vieillissement pour voir tout ce qui se joue autour dans les stratégies des maîtres d'ouvrage, parce qu'ils ne vont pas être orientés uniquement, eux, par ces besoins-là. Je le disais, la sécurité, elle ne vient pas dans les premières motivations. Or, c'est bien ces motivations, ça la matrice le montre avec les attitudes, travaux, c'est ces motivations qui vont orienter à budget égal, parce qu'évidemment, la contrainte financière pèse lourd, mais à budget égal, deux ménages ne vont pas avoir les mêmes stratégies, ils ne vont pas investir leur argent de la même façon. Donc c'est ce qu'il faut vraiment regarder, le projet de vie. Le projet de vie du ménage avec son entourage, on le sait, avec les aidants familiaux, une personne âgée n'évolue pas seule en général. Et ce qui revient dans l'étude, c'est surtout la sociabilité. En fait, le logement est d'abord associé à la sociabilité. Les amis, la famille, comment on peut les recevoir, comment on peut leur donner envie de venir, comment une fois qu'ils sont là, on fait pour qu'ils se sentent bien aussi. Donc c'est pas seulement l'intérieur pour la personne âgée, mais c'est tout son environnement, tout son écosystème. Qu'il faut prendre en place. Et on voit aussi qu'il y a une attitude vraiment proactive. Je le suggérais avec le mode projet qui est loin d'être abandonné. On a vraiment une attitude d'ouverture chez les personnes âgées et là qui peut porter à l'anticipation.
Donc voilà, je pense que ce qu'il faut surtout souligner, c'est que l'étude nous a bien montré à quel point il faut sortir du cadre microscopique de l'intérieur du logement pour bien penser le cadre macroscopique. Et là, je pourrais y revenir avec tout l'environnement global et surtout les cercles de sociabilité. Merci. Alors effectivement, on ne va pas conclure parce que tous ces éléments vont se retrouver notamment sur le site et toutes les communications du club, mais retenons une idée intéressante, c'est que oui, il y a un parc de logements, plusieurs millions de logements qui devront être adaptés. En début de conférence, Louis Faure, Manon Huré disait que, bon, en gros, il n'y a que 6% des logements qui sont à peu près équipés. Il y a à peu près 10 millions de logements ou 12 millions qui vont héberger les personnes qui auront plus de 65 ans, 70 ans. Tous ne seront pas adaptables. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'une partie devront être adaptées, peut-être 7 millions, et pour une autre partie, on doit réfléchir à une autre sorte d'habitat partagé, d'habitat intergénérationnel, etc. Ce qui amènera forcément d'autres formes de travaux qui devront être réalisés. On travaille, par exemple, il est ici avec François Pellegrin sur des questions qui sont la réadaptation ou l'adaptation, la requalification des îlots de quartier. On pourra réfléchir à l'intérieur d'un quartier à la façon finalement de permettre des hébergements plus faciles de personnes qui avancent dans l'âge que là où ils sont. Toutes ces réflexions peuvent être menées dans le cadre du club de l'amélioration de l'habitat. Elles associent très étroitement les habitants et leur capacité de décider. Et je le redis encore une fois, l'apport de l'œil expert de la sociologue permet de mieux comprendre finalement quelles sont la façon de faire agir les mécanismes décisionnels de ces personnes. Voilà, donc c'est important. Merci Audrey, peut-être tu veux conclure ? Recommandations, effectivement, donner quelques-unes, parce que l'étude a bien montré aussi qu'on avait 16 à 22% des seniors, alors selon les tranches d'âge, mais qui exprimaient l'envie, en tout cas étaient très, très ouverts pour envisager un déménagement vers un logement mieux adapté. Donc en effet, ça nous ouvre à se dire que le vieillir à domicile ne veut pas forcément dire vieillir dans le domicile actuel. Il y a aussi des stratégies pour sortir dans un logement qui est déjà plus adapté, et là encore pas seulement intérieur, mais aussi extérieur en termes de services, mieux desservis, plus proches des services de la ville qui sont nécessaires finalement à ce maintien à domicile. Bon, j'aime pas trop l'expression de maintien à domicile, mais comme ça on a l'idée. Donc en effet, la première idée, ça pourrait être d'être moins dans une adaptation du logement actuel que dans l'appropriation d'un nouveau logement. D'autant que, en général, le plus gros, et ça des études précédentes qu'on a menées le montraient, justement dans les stratégies des maîtres d'ouvrage, les travaux d'appropriation sont souvent les plus conséquents. On fait des travaux quand on arrive pour se sentir bien, pour s'approprier le logement. Donc finalement, ça pourrait être déplacé, cette rénovation, vers l'appropriation d'un nouveau logement, tandis que de toute façon, le logement qui sera vendu sera de toute façon à rénover pour les autres. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier, comme on le disait, que le logement, c'est pas n'importe quel bien, il y a beaucoup d'affectifs. Donc on a aussi des gens qui sont viscéralement attachés à leur logement et pour lesquels ça ne sera pas possible d'en partir. Donc là, en effet, ça nous pointe que ce qu'il faut surtout, c'est faire très attention à des solutions standardisées. Ne pas plaquer des solutions, ne pas enfermer les personnes âgées ou les vieux, quel que soit le qualificatif qu'on leur donne, dans une catégorie statistique. C'est le défaut. Voilà, je suis sociologue, effectivement, j'ai l'habitude de manier les stats et le quali. C'est le défaut des statistiques, c'est qu'elles ont tendance à lisser la réalité sociale qui, elle, est complexe et plurielle, et surtout, de ne pas faire les jeunes, les vieux, et de lisser tout ça. Donc très attention aux solutions standardisées. Enfin, et pour moi c'est vraiment le plus important, j'insiste sur le fait de prendre le sujet, et c'est pas juste jouer sur les mots, mais comme un projet social et pas sociétal. Prendre le sujet sous un angle sociétal, c'est le sectoriser, c'est avoir une pensée assez parcellaire. Or, la convergence des transitions, dont on parle beaucoup, nous le montre bien. Merci Marie. Effectivement, il faut une pensée globale. La transition démographique dont on parle, elle va avec la transition écologique. C'est des transitions qui ont commencé il y a très longtemps, au XVIIIe siècle, en ce qui concerne la transition démographique chez nous en France et en Angleterre, et la transition socio-économique, sur laquelle j'insiste, parce qu'on a une paupérisation quand même de la population, des écarts qui se creusent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Bon, après, les aides s'en emparent, c'est très bien.
Donc, cette pensée globale, elle impose, Jean-Pascal le disait rapidement, de penser la politique de la ville notamment. Là, je prends l'exemple des périurbains, il est complètement emblématique. L'accession à la propriété, qui est une valeur forte de notre société française, elle a été permise pour tout un tas de personnes par justement la condition de s'externaliser des cœurs de ville. Sauf que ça a créé une dépendance à la voiture et aujourd'hui, on voit que cette dépendance à la voiture, elle pose un problème écologique, d'ordre économique, vu le prix de l'énergie, et d'ordre démographique, puisque les lotissements périurbains, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut faire venir les services vers eux, donc c'est toute cette pensée qu'il faut développer. Aussi, du coup, finalement, alors les métiers, on l'a un petit peu évoqué aussi, tous les métiers qui gravitent autour, avec là aussi une politique de l'emploi, finalement, qu'il faut repenser. Qu'est-ce qu'on fait des métiers dont la reconnaissance est encore à développer? Alors, je prends par exemple les auxiliaires de vie qui doivent choisir, parce qu'elles sont minutées, entre faire une toilette, faire le ménage ou passer un moment de convivialité, en sachant que bien souvent les personnes âgées, elles réclament plutôt le moment de convivialité. Donc comment faire pour qu'il n'y ait pas cette violence, parce que c'est ce qui a pu m'être rapporté aussi, c'est très violent pour les deux. La personne âgée qui, si on ne prend pas le temps de convivialité, se sent un peu malmenée, et la personne qui aimerait faire bien son travail et qui n'en a pas les moyens. Et puis je finis par le dernier point, alors ce qui n'était pas le dernier ici, mais cette remise en cause nécessaire aussi de tout notre système, de tout notre modèle social qui est aujourd'hui dominé par l'économie. Et comme je le disais au tout début, on ne peut pas avoir une approche seulement économique du sujet. Il faut en passer aussi par une pensée de qu'est-ce que c'est que la propriété privée. Est-ce que le modèle n'a pas fait long feu aussi? Et il y a tout un... Alors, ça a été évoqué notamment par Solia, les habitats intergénérationnels. Il y a des habitats aujourd'hui, des initiatives alternatives qui se mettent en place. Toute une économie de fonctionnalité qui commence à se développer aussi. Et ça peut être dans le futur vraiment quelque chose à regarder de très près, avec des études à mener pour glisser de ce modèle de propriété privée absolue qui peut-être a fait long feu. En tout cas, repenser tout ça. Et je pense qu'on a déjà bien fait un bon tour là. Merci, il y a peut-être des questions, mais effectivement, tu as tracé des pistes de réflexion qui vont nous permettre de poursuivre nos travaux et gageons que dès l'année prochaine, on aura de belles thématiques de réflexion et d'études et qu'on se retrouvera. Une question. Alors, question ici, monsieur. Mon micro, donc c'est moi qui... Donc, il y en a un qui arrive, donc juste bien penser à vous présenter et à bien parler dans le micro. Oui, bonjour, Pierre Amelin, je suis élu municipal à la santé et à l'environnement et aussi directeur d'un Solia. Par ailleurs, un peu en transition, moi aussi. D'abord, je vous remercie de la clarté de vos propos et puis je voulais un petit peu appuyer sur une expression que j'ai entendue, c'était aux Assises du logement en juin de la part de M. Broussy, et qui a rappelé qu'on ne s'adressait plus aux personnes vieillissantes, personnes âgées, on peut les appeler comme on veut, de la même manière en 2023 ou 2024 qu'en 1974 ou 1984. On a des personnes qui ont eu l'habitude, depuis leur plus jeune âge, de se prendre en main, d'être au centre de tout, et dans une société extrêmement individualiste. Et du coup, on n'a pas des personnes aujourd'hui, et j'en fais partie, qui qui entendent avoir des solutions qui sont effectivement préfabriquées, plaquées. Et ça invite vraiment tous les acteurs économiques, tous les acteurs aussi de l'accompagnement, les opérateurs qui étaient à la tribune tout à l'heure, à bien prendre en compte ça, quoi. C'est-à-dire que bon, on peut faire des catalogues avec des bacs à douche extra plats, et en vendre, et on en vendra toujours. Mais je pense que le vrai sujet social, c'est effectivement de travailler le projet avec les gens qui ont des projets. C'est-à-dire que les gens, effectivement, aujourd'hui, ont des projets. Le mode projet n'est pas abandonné à 60 ans. Il n'est pas abandonné pour beaucoup de gens à 80 non plus. Voilà. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut vraiment que les professionnels, les réseaux qui travaillent sur le vieillissement, sur l'adaptation des domiciles, mais sur la qualité de vie en général dans le logement, au-delà de l'adaptation, prennent bien ça en compte parce qu'on s'adresse à un public
qui est né après 68, si on se projette un petit peu, où on avait la libération du corps, etc. Et on s'occupe de soi. Et on a l'habitude de ça. Et on arrive à 60 ans, à 70, à 80 avec ça en nous. C'est plus la même chose qu'il y a 50 ans. Merci. On va prendre une dernière question, mais par contre, si vous pouvez être assez court sur les questions, parce qu'on est un petit peu ric-rac au niveau du temps. Mais vous avez le droit d'en poser quand même. Hein. Coupez la chic. C'est pas ce que je voulais dire non plus. Non, bon, bah, merci à tous les deux, s'il n'y a plus de questions. Et donc maintenant, on va voir concrètement comment ça se traduit, ces attentes des habitants, cette envie d'avoir des choses qui ne soient pas stigmatisantes et standardisées. Donc j'appelle autour de la table ronde, alors je n'appelle pas parce qu'il va nous rejoindre à distance, Jean-Philippe Arnoux, il a des problèmes de santé, donc il va pouvoir se joindre à nous, mais à distance. Cédric Poncet pour AKW Medicare, Olivier Bézy pour Kinedo et Monsieur Alain Mélier pour la Fédération des ascenseurs, donc vous pouvez venir vous installer. Et Jean-Philippe, tu nous entends bien, toi, de ton côté? Alors nous, on ne t'entend pas, par contre. En régie? Ah, je pense que c'est bon, là, vas-y. Non, toujours pas. Alors, ça marchait à 13h30. Hein. C'est toujours comme ça, l'informatique. Hein. Et parce qu'en plus, c'est lui qui commence la table ronde, donc je ne peux même pas commencer en attendant, faire comme s'il n'y avait rien été. Donc là, on aura l'occasion de voir donc, à travers les équipements sanitaires et de la salle de bain comment la demande en fait, a évolué, donc comment ça se traduit aussi dans les chiffres, dans les ventes, dans les produits qui sont proposés, qui sont achetés, etc. Et puis avec la Fédération des ascenseurs, Ah, vas-y Jean-Philippe. Vous m'entendez mieux là? Oui, super. Bon, j'ai changé de casque. Donc je ne sais pas si Bonjour à toi toutes tu et nous tous. entendais et si tu as suivi où on en était. C'est bon, Oui, j'ai bien je peux suivi, te y a jeter pas de la souci. parole comme ça, sans autre introduction. Donc, on est sur la table ronde et ce que tu avais prévu, donc, c'était de rappeler que face à cette évolution du marché et ce côté un petit peu stigmatisant de la notion d'accessibilité, de personnes âgées, etc., en fait, l'adaptation, c'était autre chose que la pure accessibilité. Oui, tout à fait. Alors, je vais remercier Pierre Hamelin qui a fait une très belle transition. Effectivement, pour moi, cette notion je dirais, d'accessibilité, d'adaptation, bon, sont déjà deux choses différentes, mais surtout, on doit vraiment changer de logiciel dans la façon d'en parler, de la présenter. Donc, c'est pour ça que je salue Pierre, parce que pour moi, la prévention, qui sera la mère des batailles, je dirais, dans les années à venir sur le vieillissement, ça doit être avant tout de la séduction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde du bâtiment au sens large, on a attaqué le sujet de l'adaptation au prisme notamment de la loi de 2005, au prisme du handicap en fauteuil roulant principalement, qui implique des travaux. Alors il y a 11 millions de personnes handicapées, mais des personnes en fauteuil roulant ne sont que 650 000 ou 650 000 de trop. Et effectivement, on a attaché ce côté adaptation des logements au handicap, dans lequel, effectivement, comme le disait Audrey, très peu de gens se reconnaissent. On ne peut pas anticiper de toute façon sa perte d'autonomie. On ne sait pas, je dirais, comment potentiellement on finira. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'effectivement, que les personnes en fauteuil roulant représentent un peu moins d'1% de la population et que 6% des personnes âgées seulement finissent leur vie en fauteuil roulant. Et que donc, je pense que les clés, effectivement, de cette séduction qui amènera à la prévention dans le logement, elles sont ailleurs, tout simplement. Donc ça veut dire simplement en parler différemment, donc changer aussi de registre sémantique. J'entendais depuis tout à l'heure, on a parlé plusieurs fois de maintien à domicile. Alors j'emprunte à un autre sociologue qu'Audrey la notion où on ne parle pas de maintien à domicile, mais plutôt de soutien, parce que maintien à domicile,
ça fait un peu maintien en détention quand même, hein. Donc, effectivement, y compris jusqu'à ces détails de langage, il va falloir qu'on présente vraiment les choses différemment. Ensuite, alors au niveau de l'offre de solutions, je sais que tous les industriels qui sont présents sur la scène avec moi, je dirais aujourd'hui, ils travaillent d'arrache-pied, parce qu'effectivement, on a commencé, nous, par exemple, dans le groupe Saint-Gobain en 2008, hein, avec une offre qui s'appelait Facility, qui était strictement issue du milieu médical pour adapter des logements au handicap. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit, et on fait beaucoup d'efforts là-dessus, à présenter cette offre différemment, à l'élargir, à la décloisonner. D'ailleurs, le catalogue maintenant s'appelle Habitat Confort, puisque cette population, je dirais, de personnes âgées, je dirais, enfin âgées ou de vieux, en fait, ou de jeunes vieux, de vieux vieux, enfin je ne sais pas comment les catégoriser, je dirais aujourd'hui, elles attendent autre chose, elles attendent du projet. Donc moi, souvent, je dis aux entreprises, commencez, mettons, les chantiers de salle de bain par parler de la déco, tout simplement, du revêtement mural, qui va permettre de monter un projet autour de l'estime de soi et pas seulement la compensation de perte de capacité fonctionnelle. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette introduction. On va effectivement commencer par se pencher sur les équipements sanitaires et donc le sujet de la salle de bain. Et donc, à travers vos sociétés, vous avez vu l'évolution de la demande du marché, donc Monsieur Bézy et Monsieur Poncet. Donc, je vais d'abord donner la parole à Monsieur Bézy par rapport à il y a quelques années, dizaines d'années, où c'était la salle de bain équipée, c'était la douche à l'italienne. Aujourd'hui, comment a évolué le marché chez vous ? Alors, effectivement, il y a quelques années, on parlait, comme l'a évoqué Jean-Philippe, plutôt de côté PMR, des choses pour les handicapés, alors que maintenant, on est plutôt sur un discours de dire sécuriser son habitat. On n'est pas sur une adaptation ou autre, mais il faut qu'on puisse vivre dans sa maison en toute sécurité. Cette sécurité, elle passe effectivement pour le premier point dans la salle de bain, qui est le risque de glisser, le risque de tomber dans sa baignoire ou le risque de tomber au moment où on va enjamber sa baignoire. Et le fait est qu'une des premières priorités, ou en tous les cas, ou des demandes qu'il peut y avoir, c'est de pouvoir remplacer sa baignoire pour venir adapter une douche, ou en tous les cas, pouvoir continuer avoir une hygiène sans forcément des aidants ou des personnes à côté et de pouvoir se laver en toute sécurité. Juste petit point, c'est que par défaut, on parle toujours de douche à l'italienne, mais en fait, dans l'esprit du consommateur, une douche à l'italienne est une douche totalement plate. Or, il faut savoir qu'en termes d'aménagement dans les maisons, c'est aujourd'hui, sur les parcs existants, c'est quasiment, en tous les cas, impossible ou très difficile à venir faire. Donc, c'est plutôt aider à avoir une accessibilité, une entrée dans son univers douche facilitée, mais pas forcément une douche à l'italienne. Et c'est les principales rénovations qu'il peut y avoir aujourd'hui, les principales demandes que l'on rencontre, nous. Donc on voit évolution effectivement sur les produits, mais aussi sur la typologie en fait des clients. Monsieur Poncet, vous me disiez aujourd'hui, nous, notre catalogue, c'est tout le monde qui est concerné, ce qui n'était pas le cas lors de notre création. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous, il y a AKW arrivé sur le marché français il y a une quinzaine d'années et on traitait plutôt des conséquences, c'est-à-dire qu'on traitait un accident de vie, on traitait une sortie d'hôpital. Et plus on a avancé dans le temps, plus on s'est rendu compte qu'on a commencé à traiter les causes de l'accident. Donc on était un petit peu en amont de tout ça, et maintenant on est dans la prévention. Et donc pour être dans la prévention, aujourd'hui, il y a un élément qui est important, c'est le design, c'est-à-dire que personne aujourd'hui n'a envie d'avoir une salle de bain qui ressemble à une salle de bain d'hôpital. Donc c'est vrai que nous, industriels, aujourd'hui, c'est un petit peu ce que disait Jean-Philippe, le côté décoratif est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit doit être non seulement joli, il doit avoir une modularité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de barre de douche, il ne faut pas juste que ce soit une barre d'appui, mais ça peut être un porte-serviette, ça peut être un petit porte-étagère pour les parfums, pour les shampoings, etc. Le but maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de PMR, on a parlé après d'handicap. C'est des mots qui maintenant sont bannis du langage courant, et on va parler plutôt de salle de bain pour tous. Dans un monde idéal, il faudrait que la salle de bain soit complètement adaptée à tous les besoins, qu'on soit en situation de handicap ou pas du tout.
Je pense qu'il y a beaucoup de produits de la vie qu'on utilise tous les jours qui ont eu un historique comme ça. Je pense à l'ascenseur, la télécommande de voiture, la télécommande de télé, pardon, qui était au départ fait pour des personnes à mobilité réduite, pardon, et qui maintenant sont entrés dans toutes les maisons. Donc on espère faire ainsi de la salle de bain. Et sur les équipements connectés, vous aviez évoqué les aidants aussi pour une douche programmable, éviter qu'ils se brûlent. Alors, on est en train de travailler, on est un petit peu en retard en France pour ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser à l'utilisateur, c'est un fait, mais il faut aussi penser à l'aidant. Donc aujourd'hui, on va de plus en plus vers des robinetteries connectées, où il n'y a plus besoin de rentrer dans la douche pour actionner le robinet, et tous des produits qui vont amener plus de confort à l'aidant plutôt qu'à l'utilisateur. Et Monsieur Bézi, vous vous étiez penché aussi sur la problématique psychologique du refus de se voir vieillir, et notamment aussi par rapport aux proches, refus de voir s'inquiéter s'il se fait adapter sa salle de bain, est-ce qu'il va bien, etc. Et que ça avait aussi un impact sur l'approche du marché. Bah oui, puisque tout à l'heure on en parlait dans l'étude sociologique, je pense que personne ici accepte vraiment de vieillir ou veut, quand il rentre chez lui, avoir des éléments qui lui rappellent qu'il vieillit ou qui rappellent qu'il peut avoir certains handicaps. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus effectivement de demandes qui soient dans le côté décoratif, dans le côté moins stigmatisant, c'est-à-dire ne pas forcément aujourd'hui, parce que j'arrive à me déplacer, avoir un siège dans ma douche, ne pas aujourd'hui forcément mettre des barres, mais en tous les cas commencer à préparer ma salle de bain sur une solution évolutive dans le temps qui permettra de faire au fur et à mesure de mon handicap ou des problèmes que je peux avoir, au fur et à mesure de pouvoir adapter cette zone douche dans le futur. Il y a aussi beaucoup de personnes qui s'inquiètent, c'est-à-dire effectivement les enfants qui aujourd'hui sont aussi très demandeurs d'aménagement pour leurs parents. Souvent, les parents sont réticents en disant non, ça va faire beaucoup de travaux, mais le côté effectivement descendant qui se renseigne, qui nous pose des questions pour l'aménagement pour leurs parents, parce qu'aujourd'hui, ils voient bien qu'il y a un côté dangerosité de vivre dans la maison et ça les inquiète tous les jours sur ce qui peut se passer. Et l'autre point un peu aussi psychologique, c'est la crainte vis-à-vis des travaux. Est-ce que les travaux vont bien se passer? Alors ça, c'est effectivement un autre point important, c'est que en fait, la population plus âgée, c'est une population qui est assez, je vais dire, peur des personnes qui vont rentrer, ça va faire de la poussière, qu'est-ce qui va se passer, ils vont me casser, et puis ça va durer longtemps, et c'est des gens qui sont, je dirais, soucieux de ce qui peut arriver le lendemain, et donc plus on amène des solutions simples, rapides de mise en œuvre, avec un minimum de travaux à l'intérieur de la maison, et plus effectivement ils adhèrent et font l'adaptation de leur logement à ce niveau-là. Et vous, Monsieur Poncet, par rapport justement au fait de rassurer les personnes sur la façon dont vont se passer les travaux, vous me disiez que vous avez des relations de proximité avec les installateurs, avec les distributeurs, avec les AMO et des programmes de formation pour les différents corps de métier. Disons que notre métier d'industriel change. Avant, on se contentait de faire des produits et les distribuer à notre réseau. Aujourd'hui, c'est vrai que notre démarche va beaucoup plus loin. On sait depuis maintenant 13 ans, étroitement liés avec Handibat, en formant leurs installateurs, non pas sur ce que fait très bien Handibat, mais plus sur nos produits, à savoir comment installer une barre, quel type de barre choisir, comment installer un siège, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin dans la démarche. On rencontre régulièrement les AMO, les ergos, les bureaux d'études. Notre rôle est non seulement un rôle de formation, mais d'information, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir le meilleur installateur, le meilleur ergo AMO, si on n'a pas le bon produit et si on ne connaît pas comment bien l'installer, ça ne va pas le faire. Et à chaque fois qu'on lance un produit, on essaye d'interroger, de faire des réunions avec tous les acteurs importants du marché pour connaître leurs besoins, pour savoir comment faire évoluer nos produits. Et aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait tous les jours et le catalogue AKW est fait comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe.
D'ailleurs, quand je vois les colloques comme aujourd'hui, je me réjouis parce que ce n'était pas le cas il y a 15 ans, de savoir que toutes les professions sont réunies, parlent le même discours, vont dans le même sens. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer vers une salle de bain pour tous qui soit design, confortable et sécurisante. Et vous, de votre côté aussi, M. Bézi, les relations avec les artisans, les AMO, vous avez des cellules d'écoute, vous avez ce type de dispositif? Tout à fait. Alors nous aussi, on fait bien sûr tout ce qui est formation, présentation de nos produits au niveau des AMO, au niveau des solutions qu'on peut proposer. Ensuite, au niveau des professionnels, alors on parlait tout à l'heure des agréments d'IBAT et autres, mais aujourd'hui, il faut savoir que souvent, la première interrogation, c'est pour le particulier, c'est à qui je m'adresse pour faire des travaux. Et en fait, c'est là le point de départ, c'est je vais chez qui? Aujourd'hui, j'ai une problématique et je vais chez qui? Alors c'est vrai que indirectement, on a tendance à se dire de la salle de bain, donc je vais aller voir le plombier. Seulement aujourd'hui, le plombier n'est pas forcément intéressé pour faire des petits travaux et souvent ça se termine par une entreprise générale qui va venir faire des travaux, même un peu plus larges au niveau de l'habitation, des aménagements plus larges que simplement la salle de bain. Et donc ça fait partie aussi de notre travail de venir former ces entreprises générales, de leur expliquer ce qu'ils peuvent avoir. Vous parliez tout à l'heure, ce matin, en début d'après-midi, des travaux que vous réalisiez chez vous et qu'en fait, personne n'avait proposé des solutions d'adaptation. C'est parce qu'en fait, effectivement, ces entreprises générales ne sont pas forcément à même, n'ont pas été forcément formées. Donc oui, on essaye de former un maximum de personnes au cours de réunions, d'organisations avec nos distributeurs sur les produits qui existent. Et parallèlement à ça, effectivement, on travaille avec les AMO, les ergothérapeutes. On étudie aussi beaucoup les habitudes des particuliers dans leur maison, de manière à pouvoir écouter leurs besoins, de manière à pouvoir adapter effectivement nos produits et leur offrir en fait ce qu'ils attendent par rapport à ça. Je voudrais juste rajouter un point parce que c'est quand même le sujet de la journée, la prime adapte. On a aussi ce rôle-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par nos catalogues, de par nos documentations, on a organisé un webinaire il n'y a pas longtemps qui a rencontré un grand succès parce que je pense que le succès de la prime adapte, ça va passer par la communication. Et c'est vrai que nous, industriels, on a les moyens marketing et de communication, on a le réseau aussi pour expliquer ce qu'est la prime adapte, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas réellement ce que ça représente. Donc c'est aussi un rôle qu'on se donne, qui nous tient à cœur, et on fait des formations quasiment tous les jours, que ce soit avec des installateurs, de l'information auprès du particulier, pour les informer un petit peu de ce qui arrive en 2024. Oui, avec des progrès à faire en France, vous me disiez, vous êtes donc une structure internationale, et par rapport à d'autres pays où vous êtes présent, en fait, la France, tout le catalogue n'est pas du tout exploité. L'Europe du Nord est beaucoup mieux, beaucoup plus en avance sur l'adaptation du logement qu'on l'est aujourd'hui. Mais par contre, je pense qu'on va beaucoup plus vite que maintenant. Donc j'ai bon espoir de me dire que dans quelques années, on aura récupéré le retard, voire dépassé ces pays-là. Parce qu'il y a 15 ans, on était vraiment une niche de marché, personne ne nous écoutait. Aujourd'hui, on est sollicité, donc on voit bien qu'il y a une vraie sensibilité sur le sujet et qu'il y a vraiment des progrès qui sont faits tous les jours sur l'accessibilité. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. On va quitter les équipements sanitaires et on va s'intéresser à la mobilité verticale. Pourquoi j'ai pas la bonne... Voilà. Pas dû cliquer dans le bon sens. La mobilité verticale, donc là, effectivement, alors l'ascenseur, notamment dans l'habitat collectif, il est intégré comme un équipement de confort depuis bien plus longtemps pour tout le monde de son côté. En revanche, là, Monsieur Méliès, ce que vous allez présenter, c'est notamment un des lauréats des trophées que vous avez fait récemment, où l'ascenseur peut aussi être un vecteur d'une rénovation d'ampleur sous différentes facettes, en marquant les autres enjeux du bâtiment d'aujourd'hui, avec une réalisation particulièrement exemplaire que je vous laisse présenter en quelques mots. Oui, tout à fait. Vous avez souhaité que j'intervienne plutôt sur l'habitat collectif. C'est vrai que maison individuelle versus collectif, Jean-Pascal, qui est mon maître sur les chiffres, c'est 55-45 à peu près. Donc maison individuelle, les solutions, c'est les élévateurs, les sièges monte-escalier. Mais dans le collectif, il ne faut pas oublier que 50% des Français qui vivent en logement collectif n'ont pas accès à l'ascenseur. Il y a eu énormément de constructions dans les années 70, 80, 90, de constructions R+4, R+5 sans ascenseur. Et donc, il faut maintenant penser aux personnes qui vivent dans ces bâtiments-là
Et on fait des trophées, c'était la 8e saison, je crois, des trophées, si je ne dis pas de bêtises. Et on a une catégorie accès à l'habitat individuel et collectif. Et dans cette catégorie, cette année, c'est un projet collectif avec un bailleur social qui a été retenu par le jury. C'est un R+4, une série de bâtiments R+4 avec Val-Office, dans le 94, en Val-de-Marne, à Champigny. Des bâtiments des années... alors c'est un bâtiment senior, 65 ans, bâtiment de 67 de mémoire, ou 57 plutôt. Et donc, ce bâtiment-là, il fallait le remettre au goût du jour, le rajeunir. Un R+4 sans ascenseur, 200 locataires sans ascenseur. Et la population qui a investi le bâtiment au fil du temps, c'est une population vieillissante. Dans l'habitat social, on a une surpopulation ou une surreprésentation des seniors. Et donc, les bailleurs sociaux sont toujours très intéressés à faire attention à la remise en état du patrimoine. Souvent aujourd'hui, lorsqu'on parle de la rénovation du patrimoine, on parle beaucoup de rénovation énergétique, mais là, Val-Office a dit je vais faire traiter l'énergie et l'accessibilité. Et donc, le projet était de faire une surélévation, d'installer 22 ascenseurs dans ce projet-là, et de créer en surélévation 36 logements en plus dans le cadre du projet. Donc, on est à la fois en surélévation, accessibilité pour tous les habitants des rez-de-chaussée, du R+1, R+4 qui vivaient depuis des dizaines d'années sans ascenseur, la création sans artificialisation du sol de 36 logements. Et donc, on a vraiment une solution gagnante dans tous les points de vue, en termes d'écologie, en termes d'énergie, en termes d'accessibilité, dans ce type de solution qui est de plus en plus courante. Lorsqu'on a un bâtiment, toit terrasse, c'est entre guillemets facile de faire cette surélévation, de faire profiter les étages inférieurs de l'accessibilité, de créer du logement sans empreinte au sol et d'apporter cette solution globale pour l'ensemble des locataires et des propriétaires du bâtiment. Donc ça, c'est une réalisation qui est vraiment exemplaire et d'ampleur. Mais l'ascenseur au quotidien, les cas les plus fréquents, c'est évidemment pas ce type de projet. Et c'est un nouvel équipement potentiellement qui consomme de l'énergie aussi. Comment vous avez réussi à agir sur ce levier, pardon. Aujourd'hui, un bâtiment neuf, c'est une solution d'ampleur, cet exemple-là est une solution d'ampleur, mais dans le monde de la copro, il y a aussi cette opportunité de créer la surélévation, de se payer, entre guillemets, l'énergie du bâtiment, la rénovation énergétique du bâtiment par les mètres carrés en plus à vendre. On crée une surélévation, on a des mètres carrés à vendre, et donc cette vente de mètres carrés nouveaux va permettre de traiter l'énergie du bâtiment. Et sur l'énergie de l'ascenseur par elle-même, aujourd'hui, un ascenseur neuf, ascenseur neuf dans bâtiment neuf, c'est 1 à 2% de consommation énergétique du bâtiment. Mais les ascenseurs des années 70-80, c'est entre 5 et 8% de l'énergie du bâtiment. En soi, 5-8%, ce n'est pas forcément énorme dans le cadre de la rénovation énergétique, mais c'est 600 000 ascenseurs en France qu'il faut traiter. Donc 600 000 fois cette petite consommation énergétique, on est dans une consommation comme une ville comme Bordeaux, Strasbourg. Donc on apporte aussi des solutions d'économie d'énergie au global. On va réduire la facture, on va réduire de 2/3 la consommation énergétique de l'ascenseur par rapport à une installation des années 70-80. Donc on a les solutions aujourd'hui, par les évolutions technologiques, par l'éco-conception, pour remplacer des ascenseurs, rénover des ascenseurs existants et apporter de l'économie d'énergie aussi, et donc du confort en plus, parce que les ascenseurs qui ont 50, 60 ans, 70 ans, il faut aussi penser à les rénover. Oui, ce que vous me disiez aussi, c'est qu'en plus, vous êtes une des industries encore rares aujourd'hui à être assez locale, très en France ou en Europe, à avoir encore des usines... Oui, l'ensemble alors, on est sur un secteur où il y a environ, on est à 50-50 entre les majors et les PME. Donc les majors ont des stratégies continentales, logiques, mais avec des usines et des fabrications qui sont en France ou aux portes de la France, en Allemagne, en Italie. Donc en termes d'impact carbone, des solutions à importer, on est sur des impacts plutôt réduits. La maintenance est une part de la consommation aussi du bâtiment, mais aujourd'hui la télémaintenance ou la maintenance prédictive permet aussi de réduire cet impact énergétique. Et donc on arrive à avoir des solutions qui sont aujourd'hui sobres en énergie en termes d'équipement des bâtiments. Et sur une projection marché, comment pour vous va évoluer le marché et sur la problématique formation, recrutement des compétences, donc on a déjà beaucoup évoqué au cours de l'après-midi, mais sur ce sujet spécifique de l'ascenseur.
Alors, comment va évoluer le marché? On est assez lié dans le marché du neuf au bâtiment. Donc, lorsqu'on sait que le bâtiment flanche, le nombre d'installations neuves va baisser. On a 650 000 ascenseurs aujourd'hui en France. Il y a entre 12 et 15 000 ascenseurs neufs installés dans le cadre de projets neufs. Il y en a là-dedans 2 3 000 qui sont dans le cadre de la création d'ascenseurs neufs ou du remplacement dans du bâtiment existant. Mais on a aussi 12 à 15 000 sièges monte-escalier qui sont installés par an en France, ce qui est très faible par rapport à ce qui se passe en Grande-Bretagne, par exemple, où on est plutôt à hauteur de 50 000 pour les sièges. Donc on a des marchés versus le vieillissement de la population qui sont devant nous en termes de croissance. Et puis effectivement, face à cette opportunité ou cette croissance ou ce besoin de répondre à ces demandes-là aujourd'hui, il y a le sujet de la formation technique, formation des techniciens, que ce soit ascenseuristes, que ce soit lévatoristes. Et on a créé un BTS avec l'Éducation nationale et où ce matin même et il y a 15 jours, j'ai fait 2 rencontres successives au ministère du Travail et de la Formation professionnelle pour regarder la manière dont on peut aussi développer, accompagner toute la notion d'apprentissage et de formation pour les jeunes aujourd'hui pour entrer dans le métier. Merci beaucoup. Jean-Philippe, tu es toujours avec nous, tu nous entends ? Je vous entends bien. Et on t'entend, c'est parfait. Donc je vais pouvoir te laisser conclure la table ronde. Bon, tout à l'heure, M. Poncet parlait de ce qui se passait aussi dans les pays du Nord. Toi, tu voulais aussi évoquer alors à la fois un beau projet en France et puis des exemples sur d'autres pays dont on pouvait s'inspirer. Oui, alors juste une anecdote, mais j'ai beaucoup insisté pour qu'on ait le patronage du ministère de la Santé, parce que je le disais tout à l'heure, le maître mot, ça va être la prévention et de faire en sorte que les gens anticipent le plus possible leur projet de vie à la retraite. Avant, quand on arrivait à 70 ans, on était dans le 3e âge et on mourait assez tôt. Maintenant, on passe un quart, voire un gros tiers de sa vie dans un logement dans lequel on doit pouvoir se projeter. Et c'est vrai que la France est en retard en termes de politique de prévention. Alors, pour prendre un exemple, hein, tu me demandais, Marie, on sait par exemple qu'en Allemagne, dès le passage à la retraite, chaque personne qui souhaite vieillir chez elle a droit à une subvention, donc dès 65 ans, je crois, de 5 000 € pour entamer des travaux. Et puis, pour celles qui entament un projet de vie collectif à la retraite, c'est-à-dire en fait de cohabiter, par exemple, avec une personne âgée, une autre personne âgée, de partager un pavillon trop grand, elles ont droit à une subvention de 15 000 €. Donc eux, ça fait longtemps en Allemagne qu'ils ont anticipé le problème. Et Cédric, je souhaite vraiment que ce que tu disais tout à l'heure, on les rattrape et qu'on les dépasse. Alors aujourd'hui, moi je suis un militant pour que cette notion de quel sera mon chez-moi demain à la retraite intègre même les politiques de prévention de départ à la retraite en entreprise, hein. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un choix anodin. Et effectivement, on reste dans un monde encore très binaire entre le chez-moi où je veux rester absolument à corps et à cri, même si c'est dangereux, ou même s'il n'y a pas d'accessibilité par ascenseur. Moi, je vois régulièrement le cas en disant à la personne, est-ce que votre logement est pertinent s'il n'y a pas d'ascenseur ? Parce qu'à un moment donné, on sait très bien que vous ne pourrez plus en sortir. Et là, on pourra vraiment parler de maintien carcéral à domicile, ou alors d'inconfort pour des aidants professionnels, des infirmiers, pour descendre la personne, la mettre dans un fauteuil. Alors que, et puis l'EHPAD où on ne veut pas y aller, ça on en parlait, alors qu'il existe un florilège en fait de solutions de vivre dans un autre chez soi, ça reste un chez soi, y compris d'ailleurs même en EHPAD, hein, c'est comme ça qu'on doit le concevoir, qui ne sont pas des solutions nouvelles. Je vais prendre un exemple, l'accueil familial, effectivement on peut très bien héberger une personne âgée dans une famille d'accueil. On voit souvent l'accueil pour la petite enfance, notamment avec la DAS, mais c'est pareil pour une personne âgée qui va retrouver un cadre social, je dirais, équilibré. Les béguinages, c'est quelque chose qui existe dans les pays nordiques encore, depuis le Moyen-Âge. Et donc là, c'est plutôt une sorte de regroupement de seniors, je dirais, avec beaucoup de services partagés, d'espaces partagés, des espaces de cuisine, des espaces de convivialité, et plutôt effectivement à vocation sociale, puisque c'est des coûts hein, souvent partagés. De plus en plus, alors, se développent ce qu'on appelle les habitats partagés inclusifs, et c'est aussi pour ça que le ministère de la Santé a toute sa place aujourd'hui. C'est parce que ça a été porté hein, il y a quelques années par le rapport Libaud, qui est effectivement, la France n'est pas que la France des métropoles, il y a toute la France rurale,
où aujourd'hui, on a beaucoup de nos vieux qui sont éparpillés sur des territoires et qu'il convient de proposer une solution alternative de regroupement mais qui corresponde à un vrai projet social. On ne va pas mettre, comme je dis, les vieux dans des bus pour les grouper. Il faut qu'ils aient envie, qu'on leur donne l'envie. Et effectivement, moi, la Fondation Saint-Gobain, je vais vraiment dire, m'a offert le bonheur d'accompagner un projet qui n'en est plus un, puisque les premiers habitants ont pris possession des lieux jeudi dernier, avec une association qui s'appelle Habitage, où dans un petit village en Anjou, à Combray, la mairie a mis à disposition de cette association un ancien relais de diligence ou de poste qu'on a transformé en 8 logements adaptés. Donc effectivement, il y a des salles de bain, il y a voilà, ces 8 logements alors qu'on a traités avec beaucoup de, d'esthétisme, où il n'y a pas forcément d'accessoirisation de sièges dans les douches, par exemple. Par contre, on a anticipé le fait qu'il y en ait un jour en renforçant les murs. Et aujourd'hui, en dehors du cadre bâti, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un processus d'accompagnement de ce projet social. C'est qu'est-ce qu'on va faire demain, en quoi on va contribuer demain à la vie collective. Donc en fait, il faut parler le plus tôt possible de ces formes alternatives qui, pour nous, professionnels du bâtiment, auront aussi une incidence, puisque effectivement, transformer un pavillon trop grand en 4 logements, là, il va falloir énormément de compétences, je dirais, au cœur du bâtiment, et en termes de multiplicité des conforts, de qualité de l'air, d'apport lumineux, on l'a vu avec Velux, pour rendre ces logements, je dirais, confortables pour toutes les générations. Donc Valérie Mancret-Taylor parlait souvent, effectivement, c'est un chiffre qu'on cite souvent, qu'on passe 80% de notre temps, je dirais, dans des habitats, dans des bâtiments, que ce soit au travail, le loisir, mais surtout l'habitat. Il va falloir effectivement le regarder au crible de tous ces besoins de confort augmentés que le vieillissement de la population va tout simplement accroître. Merci beaucoup pour cette conclusion. Donc on va pouvoir aussi prendre quelques questions. Donc n'hésitez pas toujours à lever la main. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend bien. Simplement juste mentionner une chose, parce qu'effectivement, Cédric, la journée était en partie consacrée à MaPrimeAdapt, mais MaPrimeAdapt, effectivement, symbolise, moi j'aime bien dire, ce trait d'union entre l'univers du bâtiment, dans lequel, effectivement, on a vu que les compétences industrielles des artisans et puis aussi des distributeurs, nous, Saint-Gobain, seront importantes, mais ce trait d'union avec le monde du médico-social qui est au cœur de la bataille de la prévention, deux mondes qui ne se parlaient pas forcément, et MaPrimeAdapt permet, je dirais, aujourd'hui de combler cet écart et de faire en sorte que la transition démographique, qui a toujours été, pour le coup, sous la tutelle des ministères, on va dire, de la santé, des solidarités et de la famille, s'invite dans l'univers du logement et nous permettent d'avoir un regard plus cohérent sur l'habitat de demain. Voilà. Donc on va prendre une question, là, peut-être pas de retour salle, mais il y a une main qui s'est levée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste dire quelque chose de complémentaire, ce n'est pas une question, mais je m'appelle Madame Arnaud, je représente la FDMC, la Fédération des distributeurs de matériaux de construction. Et je pense qu'en tant qu'interlocuteur, nous avons la chance d'être privilégiés dans ce domaine, puisque nous sommes directement en contact avec les industriels qui nous apportent toutes leurs nouveautés et toutes les connaissances au sujet de ces nouveautés et de leur adaptation dans les salles de bain, que nous sommes directement au contact des entreprises, que ce soit des grosses, petites, moyennes entreprises, et nous sommes évidemment directement au contact des particuliers via nos showrooms, où nous avons, pour la plupart de mes confrères, des showrooms de salles de bain dans nos points de vente. Et pour beaucoup, il y a des box qui sont spécialisées sur l'adaptation pour le vieillissement ou pour le handicap. Donc voilà, je pense que nous sommes un acteur incontournable du sujet. Merci. Merci à vous. Quelqu'un veut réagir autour de la table ronde ou non, ce constat sur vos relations avec les distributeurs C'est un constat partagé, effectivement, mais on sait que cette bataille-là, on la gagnera, effectivement, entre industriels, entreprises et distributeurs qui
moi, ce que j'appelle la partie aval, hein, et c'est nous qui porterons très certainement une bonne partie de MaPrimeAdapt demain pour favoriser cette notion de prévention. Donc effectivement, les distributeurs sont une fenêtre ouverte sur le grand public à un moment donné, soit directement les particuliers, mais beaucoup les professionnels. Et aujourd'hui, effectivement, on avancera sur la partie aval entre cette triade industriel, distributeur et artisan du bâtiment. Juste pour compléter un petit peu ce qu'a dit Madame Arnoux, je pense que ce qui est important aussi dans vos showrooms, c'est de disperser un petit peu les produits d'accessibilité. Je pense que de faire juste un box accessible, c'est pas idiot de le faire, mais mettre un siège de douche dans un box qui n'est pas du tout accessible, qui n'a pas vocation à être un box accessible, mettre une barre de douche, de manière à montrer à tout le monde qu'un siège de douche, ça peut être pour se faciliter pour la douche en se nettoyant les pieds, ça peut être pour faire la douche d'un enfant, une barre de douche, ça peut être pour accrocher une serviette, etc. Donc je pense que c'est bien de faire des box, mais c'est aussi bien de diffuser un petit peu les produits partout dans vos expos, à même titre qu'on maintenant on met une barre de douche, etc. Je pense que ça devrait devenir un produit de confort pour tout le monde plutôt que de stigmatiser sur l'accessibilité. C'est tout ce que je voulais rajouter. C'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Merci à tous. C'est complètement ce qui se passe à l'heure actuelle. Merci à tous pour vos interventions. On va continuer dans les explications concrètes de ce qui se fait sur le terrain. Et je vais inviter à me rejoindre. Alors, la régie, vous pouvez supprimer. Voilà, au revoir Jean-Philippe. Supprimer l'écran. Invité à me rejoindre sur scène, donc Claire-Sophie Coudevez pour Médico Conseil et Formation et Stéphanie Ancelini pour Care Promotion, pour nous expliquer de façon très pragmatique comment un maître d'ouvrage intègre la santé dans toutes ses dimensions sur un projet. Et puis nous rejoint aussi dès maintenant le docteur Skinazi qui interviendra juste après sur le Domiscore. Donc vous avez la petite télécommande ou... Voilà, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots préalables de présentation de Care Promotion. Nous sommes un promoteur immobilier centré sur le résidentiel et nous intervenons sur 3 territoires, l'Île-de-France, la Normandie et l'Arc alpin. Et Care a été fondé il y a 6 ans avec une volonté forte de travailler sur des projets à impact positif sur le quartier, les résidents, les habitants de nos logements et je dirais l'environnement au sens large. Et donc voilà pourquoi on s'est baptisé Care Promotion au sens de prendre soin de nos réalisations et des habitants qui vont vivre dans les logements qu'on construit. Convaincu que le promoteur ne fait pas que construire des mètres carrés, qu'on est là pour réfléchir au-delà, notamment aux usages, à la pérennité des lieux et à la qualité de ce que l'on propose. Et on a tiré en fait le fil assez rapidement, avant d'ailleurs la pandémie, sur la question de la santé dans le logement. Malheureusement, on a eu raison d'y penser, puisque en fait, on a beaucoup passé de temps dans nos logements pendant la pandémie et on s'est rendu compte à quel point l'impact, en tout cas, de la santé dans le logement, c'était quelque chose de fondamental à réfléchir. On a notamment parlé de chiffres tout à l'heure, on passe dans notre propre logement à peu près 60% de notre temps, donc on voit bien l'intérêt de se préoccuper de la qualité de ce dernier. Et en fait, quand on est revenu au bureau en fin 2020, on a décidé de lancer une vraie démarche en étant accompagné par des spécialistes de la qualité sanitaire, bien-être et santé dans le logement, Médico notamment, donc Claire-Sophie ici présente, et la société Visea, et de bâtir un véritable label santé dont on va vous parler dans quelques instants avec Claire-Sophie. Bonjour à tous, donc Claire-Sophie Coudevez. Donc moi j'ai accompagné Care Promotion pour la définition de leur label autour de la santé. Pourquoi ce label autour de la santé ? Ce que vous voyez derrière moi, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la santé à l'échelle du logement, on s'intéresse beaucoup à des thématiques
très retrouvée dans beaucoup de démarches qui portent l'environnement. Là, l'idée, c'était d'avoir une approche globale de la santé pour répondre à tous les enjeux sanitaires actuels. On est passé par une période de pandémie, la contagiosité de certaines maladies fait encore beaucoup d'impact sanitaire. Néanmoins, quand on voit l'évolution des maladies chroniques, le nombre de morts liées à ces maladies chroniques est beaucoup plus important. Et donc, vous voyez ce type de maladie, que ce soit l'obésité, l'isolement, le diabète. Et donc, c'est essayer de voir comment est-ce que le bâtiment qu'on va construire, et notamment, donc là, pour le coup, des logements, comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une démarche plus préventive et donc essayer de réduire l'apparition de ces différentes maladies pour le bien-être des futurs occupants. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail de notre label, aujourd'hui, il existe bien évidemment beaucoup de référentiels sur lesquels on s'appuie pour intégrer la santé et le bien-être dans le logement, notamment la démarche ECRIN de l'ADEME, le label intérieur d'Imolab, le label NF Habitat avec Cercal. Ces démarches, elles sont tournées sur la santé environnementale, avec une santé qui est abordée sur les thèmes de la lumière, sur les thèmes du confort thermique, de la qualité de l'air. Nous, on a voulu réfléchir en complémentarité de ces démarches, en complément, en repartant de la définition de la santé par l'OMS, qui indique que ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais en tout cas un état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc, notre démarche, elle englobe ce volet psychique et social. Donc, on traite, par exemple, dans le label de la cohésion sociale dans la résidence, de la biophilie, je ne sais pas si on le voit clairement, là, voilà, à l'écran, de l'évolutivité des espaces, de l'alimentation, de l'activité physique, par exemple. On les revoit mieux juste après. Du coup, là, vous avez un peu la structuration du label. L'idée, c'était vraiment d'aborder l'ensemble des thématiques et pas se concentrer que sur certaines thématiques, plus facile peut-être à traiter que d'autres. Du coup, le label est structuré en 3 grandes thématiques. On a la qualité du cadre bâti, donc on va retrouver dedans bien sûr la thématique de la qualité de l'air intérieur, on parle de champs électromagnétiques, d'acoustique. On a toute la partie qualité des espaces de vie. Donc là, on travaille plutôt sur la lumière, la température, la nature avec la biophilie. Et puis la dernière grande partie, c'est vraiment ce qui va différencier ce label, c'est la partie mode de vie. Et donc, comment est-ce qu'on incite les gens à aller vers des modes de vie plus sains? Comment est-ce qu'on facilite le quotidien? Comment est-ce qu'on essaye que les gens se rencontrent, arrivent à vivre ensemble, et puis comment est-ce qu'on apporte des solutions à tous les nouveaux modes de vie, et notamment par exemple le télétravail, l'évolution des modèles familiaux. Et donc, le label est structuré comme ça. Il comprend 70 exigences. Et donc, ce qui est obligatoire pour chaque projet, c'est d'avoir au moins une exigence. On a un socle de 15 exigences. Et en plus, il faut en traiter au moins une dans ces 11 thématiques. Et puis après, en fonction du nombre d'exigences retenues, on a un socle de base, un niveau confort. Et puis, on peut aller bien plus haut en termes de niveau. L'idée, c'était aussi d'avoir, quand on a conçu ensemble, alors moi, j'ai plutôt apporté l'intérêt et l'argumentaire de pourquoi est-ce qu'il fallait aussi traiter ces sujets-là et comment est-ce que de façon opérationnelle, on peut les intégrer dans une opération. Et puis ensemble, c'était essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à concilier à la fois un niveau ambitieux, mais qui reste quand même accessible d'un point de vue technique. C'est moins mon sujet, mais aussi économique. Oui, accessible, l'idée c'est de pouvoir le généraliser, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à devoir faire quelque chose d'exceptionnel dans certaines communes et de ne rien pouvoir faire ailleurs. L'idée c'était de pouvoir s'adresser à tous nos projets. J'y vais. Du coup, le référentiel, alors sa particularité aussi, c'est qu'on aurait pu, CARE aurait pu s'engager sur un référentiel en se disant on applique ça à toutes nos opérations. Là où il se différencie des autres, c'est qu'on a un organisme certificateur extérieur et donc pour chaque thématique et pour chaque exigence, on a défini des indicateurs évaluables, quantifiables, et donc on a un organisme extérieur qui, à différentes étapes, vient vérifier un certain nombre de justificatifs pour montrer que l'opération a bien atteint le niveau de performance nécessaire. Donc là, vous avez les différentes étapes. Ça commence toujours par on s'intéresse d'abord à l'environnement sur lequel on est. Donc regardez un peu où est-ce qu'on construit, que ce soit le sol, que ce soit l'environnement extérieur, les services de proximité.
Et à partir de là, on va venir définir quel niveau, quelle ambition on va aller chercher sur le label et puis les décliner à chaque phase du projet. Donc chaque phase, bien sûr, en conception, également en phase chantier, et puis à réception, toutes les thématiques mesurables, quantifiables. Il y a des campagnes de vérification avec des indicateurs, des seuils à atteindre. Et je vais terminer en vous parlant de quelques opérations. Donc notamment ici, vous avez 2 illustrations de nos projets sur lesquels on travaille avec le label Santé Plus, donc qui s'appelle Santé Plus. Une première à Amancy, à proximité de Bonneville et d'Annemasse, en Haute-Savoie, où l'axe qu'on a travaillé sur cette opération, c'est, puisque l'opération est en cours, sont les espaces partagés, donc avec un verger notamment partagé, une aire de jeu pour les enfants. À Bussy-Saint-Georges, l'opération que vous avez à droite, qui est menée avec l'EPAMAR, c'est un concours qu'on a gagné sur une réflexion qui était très poussée sur le volet de qualité de l'air intérieur, où on a proposé un chauffage par vecteur air qui permet à la fois de chauffer mais également de purifier l'air intérieur du logement et de filtrer les particules fines. En complément, on installe des capteurs d'air intérieur pour valider que nos promesses in fine seront tenues. On a également sur cette opération un espace de télétravail, un espace de coworking qu'on implante au pied de la résidence, qui est une de nos marques de fabrique, on va dire, puisqu'on essaie de systématiser sur nos projets ce type d'espace qui favorise justement le fait que les gens se croisent et donc qu'il y ait du lien social dans les résidences et dans les quartiers, puisqu'on les ouvre aussi au quartier quand cela a du sens. Et puis également, on ne s'est pas illustré ici, je voulais vous parler de 2 autres opérations. Une opération à Samoins sur laquelle, je parlais de l'alimentation tout à l'heure, ce que l'on fait sur ce volet-là, c'est qu'on va au-delà de la réglementation sur la conception des plans de travail pour les cuisines. Ça paraît anodin, mais si on n'a pas beaucoup de place dans sa cuisine pour cuisiner, on ne cuisine pas. Donc l'idée, c'est de réfléchir à des cuisines qui ressemblent à de vraies cuisines pour qu'on cuisine. Et puis une dernière opération sur la Normandie à Cabourg, où en fait on s'est retrouvé à construire à proximité directe d'un central téléphonique. Je regarde Claire-Sophie parce qu'elle nous a accompagnés sur la réalisation de mesures in situ pour valider que nos logements respecteront des seuils inférieurs aux seuils de recommandation de l'OMS sur le volet électromagnétisme. C'était des antennes relais, ouais. C'était vraiment, on a conçu à proximité d'antennes relais, et avant de pouvoir concevoir, on a fait des mesures pour essayer de valider que d'un point de vue exposition au champ électromagnétique, on était sur des seuils suffisamment bas pour pouvoir lancer l'opération. Merci beaucoup. Merci. Toutes les deux pour vos témoignages. Donc on ne prend pas de questions tout de suite parce qu'on aura une séance de questions regroupée avec l'intervention du docteur Skinazi. Donc vous avez développé un outil qui s'appelle le Domiscore, qui permet de caractériser le logement sous l'angle de la santé et du bien-être, justement sous l'ensemble des dimensions. Donc on continue sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre invitation et pour me donner l'occasion de parler du Domiscore, qui est un outil qui a été développé par le Haut Conseil de la Santé publique. Le Haut Conseil de la Santé publique est un organisme qui est placé auprès du ministère de la Santé et qui répond à toutes les questions sur les sujets notamment de la santé-environnement pour ce qui concerne ma commission que je préside depuis plusieurs mois. Alors, en fait, pourquoi nous avons développé cet outil? Parce que dans un premier temps, le ministère de la Santé nous avait demandé de faire un état des lieux des différents facteurs de l'habitat qui pouvaient avoir un impact sur la santé des occupants. Et à partir de ce rapport, donc, qui était un état des lieux bibliographique de la question, il nous a été demandé dans un deuxième temps, après ce rapport, de développer un outil qui permettait de caractériser un habitat selon son impact plus ou moins favorable sur la santé, et surtout que cet outil soit utilisé par différents professionnels qui soient experts ou non de l'habitat. Alors comment nous avons au départ conçu cet outil? Eh bien c'était un outil de repérage, repérer des habitats pour les qualifier, pour repérer donc des situations plus ou moins favorables à la santé. Et nous avons développé également pour cela une grille multicritères dont je vais parler dans un instant. Mais ce que nous souhaitions aussi au départ, c'est que ce soit un outil très simple à utiliser et surtout sans aucune mesure.
c'est-à-dire que ce soit un observateur qui vienne dans l'habitat et qui fasse donc une qualification de cet habitat de manière très simple avec une grille multicritère. Nous souhaitions aussi que cet outil soit utilisable pour tout type d'habitat et également de faire un outil évolutif, c'est-à-dire ne pas figer cet outil et de le faire évoluer en fonction des remontées, des différentes enquêtes qui auraient pu être faites. Donc c'est un outil aussi qui promeut la santé puisqu'il va dans le sens d'améliorer la santé dans l'habitat en définissant ces différents facteurs. Alors, nous avons dans cette grille défini 16 thématiques que vous avez sur la diapositive. Ça commence par la protection, la sécurité du bâtiment, c'est le premier temps, et ensuite un certain nombre de facteurs, que ce soit les qualités des eaux, les conditions thermiques, les déchets, l'éclairage dont on a parlé tout à l'heure, la notion d'accessibilité dans les parties communes, l'accessibilité dans le logement lui-même, la vue extérieure également, et puis d'autres facteurs comme l'électricité, les installations sanitaires, la dimension, la qualité de l'air intérieur, le bruit, les nuisibles, mais également on s'est préoccupé aussi, pas uniquement du logement en tant que tel, mais aussi de sa proximité pour permettre à ces occupants de l'habitat d'avoir une activité physique, également donc d'avoir une alimentation autour de leur habitat. Donc on ne s'est pas contenté uniquement d'observer l'habitat en lui-même, mais aussi son environnement proche et tous les facteurs de cet environnement proche qui pouvaient avoir un impact sur la santé. Donc ces 16 thématiques forment 46 variables. Voilà. Et comment on répond à cette grille, comment on la remplit lors de la visite de l'habitat? Alors il y a 4 sources d'informations. La première source, c'est les diagnostics réglementaires. Vous les avez ici, l'amiante, le plomb, l'isolation thermique, les installations électriques. Également, avoir des données en accès libre, par exemple sur la pollution des sols, sur la qualité de l'air extérieur ou sur le radon. Également, et le plus important dans cette grille, c'est d'observer in situ l'habitat et son environnement proche. Donc, c'est des questions qui portent sur l'observation directe sur place. Et pour certains facteurs, comme les nuisances sonores, lumineuses ou les accès aux services de base, c'est des questions qui sont posées à l'occupant. Donc, on a calculé qu'on passe entre 1 heure, 1 heure et demie sur place, après avoir préparé tous les diagnostics réglementaires, cette observation directe donc sur le lieu. Alors, je voudrais montrer un exemple parmi les thématiques qui ont été choisies. Voici ici la qualité de l'air intérieur. Alors, ce ne sont pas des mesures, on s'assure simplement que les fenêtres soient faciles à ouvrir ou au contraire qu'elles sont empêchées. Et donc, ça va du plus favorable au plus défavorable, de 0 à 3. On regarde également le système de ventilation, la présence d'humidité ou de moisissure. Donc, à chaque fois, le 0, c'est une absence d'humidité. Le 3, c'est la présence de moisissure avec une surface importante. On regarde également le radon avec le diagnostic radon qui a été fait et en fonction des résultats, on code donc de 0 à 3. On regarde également le diagnostic amiante et on regarde également les équipements qui peuvent entraîner des problèmes de monoxyde de carbone et d'intoxication oxycarbonée. Et donc à la fin, on a un score de la thématique et on prend la valeur la plus forte de ces ici 6 variables. On prend la valeur la plus forte. Ceci donne en fait des couleurs par thématique. Et vous voyez que déjà, on voit des thématiques qui ressortent en rouge et qui montrent qu'il y a un problème, du côté défavorable de cette thématique. Donc la première approche, c'est en remplissant cette grille et avec le code de couleur, de voir apparaître des situations tout à fait défavorables à la santé des occupants. Dans un deuxième temps, on peut aussi définir ce profil santé de l'habitat par une note globale. Donc, en fonction des résultats qu'on a obtenus sur les différentes thématiques, que ce soit vert, jaune, orange ou rouge, donc il y a un chiffrage. Et ici, on a calculé une note globale de 25, qui est la valeur du Domi-score, et donc qui permet donc de définir. On a défini des classes, et ça va d'un habitat favorable à la santé et au bien-être, ou au contraire, pour des valeurs plus élevées,
au-delà de 24, un habitat défavorable à la santé. Donc ceci nous permet, soit par cette coloration, d'attirer l'attention sur un profil santé de l'habitat, mais aussi de manière chiffrée, ça donne également un code, donc une valeur chiffrée pour un habitat. Alors, ce Domiscore, il peut être utilisé de différentes façons. D'abord, c'est un outil qui est tout à fait complémentaire aux autres outils existants. Il ne vient pas se substituer aux grilles d'insalubrité ou aux grilles de décence. Il vient simplement apporter un complément aux informations aux autres outils qui peuvent exister. Mais c'est un outil, comme j'ai dit au départ, qui permet de repérer des situations préoccupantes et donc ça permet de repérer des habitats les plus dégradés en fonction du chiffrage que j'ai donné tout à l'heure. On peut aussi y associer dans cet outil de repérage, et c'est dans le rapport qui a été fait aussi du Haut Conseil, c'est de repérer des vulnérabilités des occupants constatées ou signalées, par exemple dans cet habitat vivent de jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées ou différentes pathologies chroniques. Et donc là, le chiffrage est aggravé par une valeur donc complémentaire qui montre que cet habitat ne pourrait pas être adapté à ces occupants qui présentent ces types de situations de vulnérabilité. C'est aussi un outil qui peut interpeller des organismes, ça peut être un signalement d'un habitat, d'organismes ou d'autorités sur la base de ces informations données dans la grille. C'est un outil aussi qui peut servir à une politique de l'habitat et de la gestion d'un parc. Par exemple, on veut étudier un parc et donc on va chiffrer chaque logement avec son chiffrage et donc ça va donner une cartographie de l'état d'un parc immobilier sur un territoire. Ça peut aussi caractériser le profil d'un portefeuille de logements sociaux ou privés. Donc ça donne cette cartographie de ce parc en fonction des types d'habitats et donc on attire l'attention sur certains habitats qui sont plus défavorables à la santé que d'autres. Enfin, c'est un outil qui peut être adapté, qui n'est pas obligatoire. C'est un outil qui est proposé en fait pour aider à mieux connaître donc l'état de son parc immobilier, de l'habitat. Tous ces documents sont disponibles sur le site du Haut Conseil de la santé publique, même la grille, le rapport, la façon de compléter donc et de compléter cette grille. Et donc on peut tout à fait soi-même utiliser cette grille, elle est tout à fait disponible. Il y a même une vidéo qui explique comment utiliser la grille. Et il y a également un document de formation qui permet d'utiliser cette grille au cas où on se poserait telle ou telle question. Ceci permet donc, en tout cas on a pensé au Conseil de la santé publique, que cet outil Domiscore permet d'avoir une information qui sera harmonisée puisque la grille est utilisable par tout le monde de la même manière et c'est une grille où il y a une argumentation par rapport aux valeurs qu'on a trouvées, aux paramètres, aux variables qu'on a trouvées. Et donc, ça permet de pouvoir ensuite, dans le temps aussi, s'il y a des travaux, des modifications qui sont faites sur l'habitat, de nouveau chiffrer l'état de santé de l'habitat et de voir comment les choses vont évoluer. Voilà, donc toute cette information est disponible. Alors, malheureusement, le travail a été fait, a été publié en pleine crise Covid, donc c'est un petit peu passé inaperçu, mais en tout cas, il peut être utilisé pour les différentes pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure, et donc il est passé peut-être un petit peu inaperçu, et donc je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir en parler cet après-midi. Merci. Merci beaucoup à vous. Et donc on va prendre quelques questions donc, pour l'ensemble des deux interventions, si des questions ou remarques, comme tout à l'heure. François, je suis plus proche. Donc, oui, j'en ai deux ou trois. Je vais les faire vite. La marque Santé Plus, c'est réservé à Care ou c'est accessible à d'autres promoteurs? Deuxième question, je constate que dans le Domiscore, il y a quand même pas mal de points communs dans les questionnements que l'architecte et le thermicien se posent quand ils font un diagnostic technique global. Donc ça, c'est peut-être à voir déjà, parce que c'est une grille qui a été faite avec l'Agence parisienne du climat, Solia et tout le monde, donc il y a peut-être à adapter ça. Puis dernière remarque quand même, c'est qu'il faudrait aussi que les médecins, certains médecins, se préoccupent plus de prévenir que de soigner.
J'ai dû batailler longuement, gentiment, avec un de mes amis qui était spécialisé dans les maladies respiratoires de jeunes enfants, pour lui dire, mais interroge-les sur les conditions de leur habitat. Il m'a dit, mais pourquoi? Je dis, parce que tu verras la cause. Et effectivement, quand on visite tous ces copropriétés et qu'on voit le nombre de bouches scotchées, bouches d'entrée d'air, scotchées, donc l'habitat au début était bien prévu, mais c'est une question d'usage aussi. Enfin voilà. Dernier truc, il y a la MIC, Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, qui a fait un ouvrage sur le coût global, qui montre des chiffres, non pas tellement en France, parce qu'on ne les a pas, mais qui font très bien la relation entre le syndrome du bâtiment malsain et ce que ça coûte à la société. Donc le jour où en France, on aura compris qu'il faudrait faire parler le ministère de la Santé et le ministère du Logement, on va peut-être trouver le système pour financer un peu mieux le logement. Je vais répondre à la première question. On nous a effectivement déjà posé cette question. Et, donc en fait, le label, il existe depuis début 2022. Il est en place sur toutes nos opérations, donc c'est un temps relativement court. Mais chaque fois qu'on le présente, on pose cette question. Et effectivement, on a des réflexions pour l'ouvrir en dehors. En tout cas, on l'ouvre déjà sur les opérations sur lesquelles on est en copromotion, bien sûr, et on est beaucoup en copromotion. Donc, voilà. Alors, je voudrais apporter une précision. Le DomiScore s'applique à du bâti et ne s'applique pas au comportement des occupants. C'est-à-dire qu'on constate finalement l'état du bâti qui peut avoir l'impact sur la santé des occupants, mais on a considéré que le comportement était encore un facteur supplémentaire qu'on peut analyser. L'observateur dont j'ai parlé tout à l'heure n'étudie pas le comportement des personnes, mais voit le résultat finalement global du bâti et voit les facteurs qui peuvent être défavorables à la santé. Le fait de ne pas pouvoir ouvrir une fenêtre parce qu'elle est bloquée, ça veut dire qu'on ne pourra pas aérer, donc on ne pourra pas améliorer la qualité de l'air. Regardez qu'une ventilation est en dysfonctionnement montrera que la qualité de l'air ne sera pas bonne puisque le système de ventilation ne fonctionnera pas. Donc le DomiScore ne prend pas en compte le comportement, mais fait un état finalement des lieux à un moment donné de ce qui se passe finalement sur le logement et son environnement proche. Alors évidemment, je partage avec vous que avec ce DomiScore, on peut montrer qu'il y a des facteurs qui peuvent entraîner des maladies, des pathologies chez les personnes. Et en particulier, je citais tout à l'heure le problème des moisissures, dont on connaît bien l'impact délétère sur la santé des personnes. Donc à chaque fois, on a ces facteurs, et dans le rapport que nous avons fait, on a montré que certains facteurs du bâti pouvaient avoir un impact sur la santé, tel ou tel type de pathologie. Il y a une différence entre nos deux interventions, c'est que la première s'intéressait à la construction, et donc c'est aboutir à quelque chose qui va vers la santé future des occupants. Le DomiScore s'applique à l'existant pour faire un état des lieux à un moment donné et donc faire une photographie en fait d'une situation sanitaire de différents types d'habitats. Moi, je vais juste partager votre ressenti sur la médecine aujourd'hui. Effectivement, on met pour rencontrer plusieurs médecins, et je pensais que Fabien allait revenir justement dessus, parce que moi je suis pas médecin pour le coup, et Fabien l'est, mais on a beaucoup de mal déjà les médecins ne viennent pas en formation sur ces sujets. C'est mieux maintenant, mais effectivement aujourd'hui on est dans le monde du curatif, on attend que les gens aient des symptômes, les gens vont voir un médecin, le médecin ne sait pas quel est l'environnement, donc effectivement tant que ça on n'arrive pas à ravoir cette approche préventive, on fait ce qu'on peut à notre échelle, mais ça joue à une échelle plus globale. Et puis, on est effectivement sur la conception du bâtiment, même si, par exemple, dans ce label et dans beaucoup d'autres opérations, on essaye aussi d'accompagner les occupants. On se rend compte aussi aujourd'hui qu'il y a un enjeu de sensibilisation et de formation aussi des occupants. On finalise là, j'ai travaillé avec un sociologue sur une étude sur la qualité de l'air intérieur dans les logements, avec Gaëtan Brispierre. On a regardé 12 ménages, comment est-ce qu'ils faisaient dans leur logement. Et en fait, sur la question de la qualité de l'air intérieur, on s'aperçoit que les gens ne comprennent pas juste le chemin de l'air chez eux, par où ils rentrent, par où ils sortent, par où ils passent. Et voilà, on n'a pas la culture du renouvellement d'air, ce qui veut dire qu'on a beau concevoir des choses qui sont très ambitieuses, qui fonctionnent bien, si on n'accompagne pas les occupants derrière, on a juste l'outil,
mais si les gens ne savent pas s'en servir, on n'arrive pas finalement à la finalité de ce qu'on veut. Tu as noté tout à l'heure que, je crois que c'était 73% des personnes interrogées ne savaient pas que l'air était plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il y a encore du chemin. Et si, juste pour compléter, juste le coût de la qualité de l'air intérieur en France, c'est 19 milliards d'euros. Et ça, c'est que la qualité de l'air intérieur. Donc, on ne parle pas de l'acoustique, on ne parle pas de toutes les autres pathologies liées à la santé environnementale. Et c'est chaque année. Donc, effectivement, ça fait des coûts assez importants. On va clôturer pour cette, c'est pas une table ronde, mais pour ces 2 interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 3. C'était très riche. Et on va clôturer. Alors, on a un mot de clôture. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente physiquement parmi nous, mais elle est très attachée aux travaux du club et puis du bâtiment d'une manière générale pour l'énergie et l'environnement et la santé depuis longtemps. Donc, elle est parmi nous en vidéo et je laisse donc la régie envoyer la vidéo de Marjolaine Meignier-Millefer, députée et présidente de l'Alliance HQE-GBC. Bonjour Marjolaine, merci d'être avec nous. Nous avions souhaité que tu partages ce moment en présentiel, mais nous savons également que tes nombreuses responsabilités et engagements ne te permettent pas d'être avec nous, mais tu as la gentillesse de pouvoir nous dire quelques mots. Tu es souvent avec nous dans nos différentes rencontres, tu poursuis avec nous les réflexions sur les grandes thématiques du Club de l'amélioration de l'habitat. Et donc, merci d'être avec nous et on va pouvoir échanger quelques instants. Oui, merci. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup participer aux travaux du Club de l'amélioration de l'habitat et ça fait maintenant plusieurs années que je les suis avec beaucoup d'intérêt. Donc, chaque fois que je peux, c'est vrai que j'aime beaucoup être à vos côtés. Surtout que là, aujourd'hui, le programme était riche. Je sais que vous avez pu travailler tout l'après-midi sur ces sujets. Donc, j'espère que les gens qui nous écoutent ne sont pas trop fatigués et qu'ils ont encore un peu de patience pour nous écouter en fin de journée. C'est vrai que du côté de l'Assemblée, les travaux ne me permettaient pas d'être là physiquement. Non, on le regrette. Alors, Marjolaine, l'idée, c'est que tu nous donnes quelques éléments, quelques visions sur ta réflexion par rapport à ce que l'on peut considérer être des axes de convergence vers l'habitat, vers l'amélioration du parc résidentiel, tant sous le plan de la qualité proprement dit de l'habitat que de la qualité de vie des habitants en termes de santé, confort, sécurité, etc. Comment vois-tu un petit peu ces éléments de convergence ? Il y a 2 choses. C'est vrai que d'une part, je suis, comme tu sais, présidente de l'Alliance HQE-GBC aussi, et le côté multicritère, le fait d'avoir tous les enjeux qui sont en équilibre les uns par rapport aux autres, parce que quand on déséquilibre, finalement, on crée des contretenses. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de l'association et puis qui correspond vraiment à ce que je crois de la transition environnementale. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu observer dans les travaux que j'ai pu mener, parce que c'est vrai que moi, vous me connaissez plutôt sur la casquette de transition environnementale. C'est plutôt là-dessus que je me suis beaucoup engagée ces 6 dernières années. Mais en fait, en discutant avec les acteurs, on se rend compte assez vite, déjà, non seulement qu'il y a des temporalités qui vont se chevaucher, hein, le mur du changement climatique, il va rencontrer le mur, notamment du vieillissement de la population. Donc, c'est 2 enjeux massifs qui sont devant nous. Et en fait, c'est vrai que pour l'instant, on est beaucoup plus sur le sujet de transition environnementale, finalement, que celui du vieillissement de la population. Mais en réalité, les 2 sujets sont connexes. Pour donner un exemple très concret, quand on avait pu travailler sur les engagements des budgets, par exemple chez les bailleurs sociaux, à un moment donné, ils m'avaient mis en alerte, ils m'avaient dit attention, si on doit mettre tous nos budgets sur la rénovation énergétique des bâtiments, on risque de décrocher sur des sujets qui sont l'adaptation, entretien continu du patrimoine et adaptation, par exemple, à des enjeux comme le vieillissement, le handicap. Il ne faut pas que ça décroche sur ce côté-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis maintenant plusieurs années. Dans les premiers rapports que j'avais pu faire sur la réno, j'avais déjà commencé à dire attention, il faudra qu'on ait cette vision-là en tête et il ne faut pas qu'on fasse ce déséquilibre. Au fond, quand on réfléchit à ça, donc c'est 2 grosses temporalités, deux temporalités qui vont nécessiter des engagements financiers, mais colossaux dans un sujet comme dans l'autre. Donc, il y a ça à avoir en tête aussi, évidemment. On va avoir une sorte de compétition des budgets. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de compétition des budgets, il faut qu'on comprenne qu'en fait, les sujets sont liés. Et je trouve que l'endroit où ils se lient le mieux, c'est autour des thématiques du risque. Parce que quand on réfléchit bien, le risque contre lesquels on essaie de se prémunir, en fait, c'est souvent dans nos bâtiments qu'on se réfugie. C'est souvent à travers les bâtiments. Les crises
qu'on a vécues ces dernières années l'ont très très bien montré. La crise Covid, on se protège dans nos bâtiments. La crise économique, on se réfugie derrière l'écosystème économique du bâtiment. La crise énergétique, c'est encore le secteur des bâtiments qui doit agir. Et en fait, finalement, la protection des habitants, c'est aussi l'adaptation au risque au changement climatique, c'est aussi les bâtiments qui vont devoir endosser cette dimension-là. Et finalement, s'il y a un risque, c'est avant tout parce qu'il y a quelque chose à protéger. Et ce qui est à protéger, ce bien commun qu'on essaye de protéger tous, c'est l'humain. C'est l'humain qui est au cœur de nos bâtiments. Nos bâtiments, ils ne servent qu'à ça. Ils ne servent qu'à mettre en protection les individus qu'on accueille. Et donc, je crois que c'est vraiment ça qui fait le pont finalement entre ces différentes thématiques et qui font la richesse du débat qu'on a en ce moment. Alors, des messages très forts. Merci, c'est très clair et très, très construit. On arrive tout doucement à la fin. Donne-nous un petit peu de ta vision sur l'évolution, maintenant, un peu l'avenir des choses, sous l'angle institutionnel, sous l'angle professionnel. Comment tu te projettes, ou est-ce qu'on peut se projeter par rapport à l'évolution de ces grandes thématiques? Ce que je trouve extrêmement intéressant dans la période qui est devant nous, là, c'est à quel point on continue de décloisonner, désiloter. On l'avait déjà beaucoup fait dans les questions transition environnementale dans le bâtiment, enfin, typiquement les rapprochements ADEME, ANA autour de MaPrimeRénov', ça c'était quand même quelque chose qui était un symbole fort, la manière dont les ministères travaillent maintenant tous ensemble sur ces enjeux de transition environnementale. Il n'y a plus un ministère qui est en dehors du sujet. Eh bien, on voit aussi, et félicitations pour ça les uns et les autres, parce qu'au cours de vos différents événements, vous avez su attraper le haut patronage d'Aurore Berger, les participations actives de Patrice Vergrit ou encore d'Agnès Firmin-Lobaudot. Bon, ça montre en fait qu'il y a là encore une sorte d'équipe qui est en train de se créer, à la fois au niveau ministériel, à la fois au niveau institutionnel, et je le vois aussi au niveau finalement professionnel. On avait vraiment une filière qui était séparée, hein, la silver economy, enfin en travaillant beaucoup sur les questions de transition environnementale, on se croisait, mais pas tant que ça. Et là, je trouve qu'on est en train finalement de se rapprocher là aussi pour faire cause commune. Et je crois que c'est vraiment ça qui va être très très riche dans les temps qui viennent, c'est faire cause commune et embarquer les sujets les uns avec les autres. Quand on parle aujourd'hui de MaPrimeRénov', bon, qui est bien inscrite dans la tête des Français, mais il faut que MaPrimeRénov' et MaPrimeAdapt', ce soit un seul mouvement finalement, une seule énergie finalement qui soit déployée dans les territoires. Donc voilà, il faut vraiment qu'on arrive à embarquer tout cet écosystème. Et en tout cas, moi, je suis à fond avec vous pour que ce soit une belle réussite et qu'on y arrive, parce que c'est vraiment très important. Vraiment un très grand merci, c'est une magnifique conclusion. Tu restes avec nous, et en tout cas tu seras avec nous dans l'avenir. Nous savons pouvoir compter sur toi. Grand merci, poursuis bien ton travail. Merci et bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Revenait de Dubaï, donc était après un grand trajet. Donc on la remercie. Moi, je voudrais pour conclure, et en tant que président du club, où on est toujours soucieux de, la mise en relation avec des gens qui n'ont pas toujours l'habitude de se voir, de savoir un peu faire des contacts un peu différents. Vous dire que ce que je retiens de la journée, c'est qu'il y a ce lancement de cette PrimeAdapt'. Il va falloir qu'on soit tous très à fond sur le sujet. Bon, d'abord l'État, l'ANA, avec pour réussir ce gros projet qui est à lancer. Ensuite, on l'a vu tout au long de ces discours avec les industriels, parce qu'ils ont eux aussi à apporter, adapter, trouver des solutions techniques et puis aider leurs distributeurs, aider leurs clients à avancer. Bien sûr, j'aurais dû les citer d'abord, c'est les entreprises, hein, les artisans, etc., qui eux auront apporté vis-à-vis du client final ces sujets, donc être bien informés, bien formés sur tout ça, savoir faire le lien après avec les autres rénovations de confort et d'énergie, etc. Je pense tout à l'heure, c'est l'intervention de Madame qui a sur la partie fédération des distributeurs, Madame Arnoux. Je pense également aux distributeurs, que ce soit de matériaux, que ce soit d'électricité. On a plus de 6 000, 7 000 points de vente en France, c'est-à-dire que dans n'importe quelle petite ville de France, il y a un distributeur dans lequel des artisans viennent 2 fois par semaine chercher leurs produits. On a des dizaines, 10, 15 000 vendeurs internes formés
qui peuvent être des distributeurs de flyers de cette nouvelle mise en place, cette prime, qui peuvent être formés pour ça. Donc là aussi, apprenons à nous connaître, apprenons à parler, parce qu'il y a une force de frappe là qui peut être très forte et qui peut aller très, très vite aussi. Hein. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est apprenons à travailler ensemble, parce que c'est un très beau projet que nous avons pour nos anciens, pour essayer une fin de vie la plus sympa, la plus paisible possible. On aura un prochain rendez-vous sur lequel vous êtes conviés. Je crois que c'est le 2 octobre 2024. Il y aura plein de petites choses avant, mais notre gros projet, c'est 2024 au Mondial du Batimat. Nous aurons de nouveau une grande thématique qui sera abordée à ce moment-là. Donc vous êtes tous conviés. Et puis en attendant je vous souhaite à vous tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien malgré tout ce qui nous tombe dessus, toutes les nouvelles plus ou moins bonnes. Essayons quand même de passer des bonnes fêtes en famille et d'arriver en forme pour lancer cette prime le 2 janvier. Voilà, merci à vous tous.